Boulris. Bonjour, M. Noël. Avez-vous une déclaration? J'ai une brève déclaration, et après ça, je suis prêt à prendre toutes vos questions. Bonjour tout le monde, c'est le jour 10 de la grève les employés de la fonction publique fédérale. On se rappelle 155 000 personnes qui sont dans la rue pour défendre leurs conditions de travail puis leurs conditions de vie. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on voit? Un premier ministre qui est complètement déconnecté, qui est parti, qui est ailleurs. Et on connaît chez Justin Trudeau ce désir irrépressible et presque pathologique de faire partie de la vie des gens riches et célèbres. Mais là, c'est vraiment pas le moment. C'est vraiment pas le moment parce qu'il y a 150 000 personnes qui se battent pour ne pas s'appauvrir. Puis ce qu'on voit, c'est un premier ministre qui est déconnecté, qui se promène à New York avec des banquiers, des milliardaires, des acteurs d'Hollywood, puis qui trouve ça bien drôle puis bien le fun, alors qu'il y a des gens ici dans la rue qui se battent, puis lui, il n'est pas là pour faire son travail. Si je me fais l'avocat du diable, M. Trudeau pourrait dire « Je suis en train de rencontrer des gens qui un jour vont peut-être investir au Canada. Ça, c'est pas mauvais pour le pays. » Moi, j'aimerais bien qu'il investisse dans les employés de la fonction publique fédérale parce qu'il refuse de négocier correctement. Il n'y a pas de bonne entente. M. Trudeau, là, il se flatte la bédaine puis il se vante qu'il est le meilleur ami des services publics, des travailleurs puis du mouvement syndical. Mais qu'il le prouve, là. Puis il y a des travails à faire ici, en ce moment, au lieu d'aller faire des selfies avec des célébrités à New York. Vous trouvez que le moment est mal choisi? Je trouve que c'est méprisant. Je trouve que c'est disgracieux. Puis, il me semble que M. Trudeau pourrait se trouver une petite gêne puis travailler avec les présidentes du Conseil du Trésor à qui on se demande bien à quoi elle sert. Êtes-vous en train de traiter Mme Fortier d'incompétente? Bien, elle ne semble pas être capable de trouver une solution. Elle ne semble pas être en contrôle du dossier. Et à part dire j'essaye beaucoup, puis je suis présente, puis je fais de mon mieux, bien, il faut avoir un mandat de négocier qui fait en sorte qu'il y a un règlement. Puis en ce moment, ce qui est sur la table, ça veut dire que ces gens-là s'appauvriraient, alors que la hausse du coût de la vie puis de l'inflation, c'est pas acceptable. La position de Mme Fortier, c'est vous allez gagner moins cher, vous allez vous appauvrir, puis c'est pas de ma faute, je suis vraiment gentille, puis je fais des beaux sourires. Donc, une offre salariale qui aurait du bon sens, qui viendrait du gouvernement, ça ressemblerait à quoi, selon vous? Ce n'est pas à nous, parti d'opposition, à donner un chiffre. 3 % c'est pas assez. Pour qu'est-ce qui est bon? 3 % c'est pas assez, mais tout ce qu'on dit, c'est qu'il faut que ça suive l'inflation. Il faut que ça soit capable de faire en sorte que ces gens-là vont être capables de supporter la hausse du coût de l'épicerie, des loyers, de l'hypothèque, etc. C'est tout. M. Trudeau, donc, à New York, déconnecté, vous dites déplacé, méprisant. Méprisant, déconnecté, disgracieux. Il aurait mieux fait de se garder une petite gêne, de rester au pays puis de travailler pour trouver une solution. Puis sa ministre, elle ne fait pas le travail parce qu'elle est capable de gérer ça habituellement. C'est la ministre du Conseil du Trésor. C'est la responsable, mais on semble qu'elle n'est pas... la dernière fois qu'un premier ministre s'est impliqué dans des négociations collectives. Oh, de mémoire, je ne m'en rappelle pas. Mais là, on est face à une impasse. La présidente du Conseil du Trésor ne semble pas être capable de livrer la marchandise. Nous, ce qu'on dit, puis je pense que la FPC est d'accord, ça prend une implication du premier ministre pour être capable de mettre sur la table une offre qui est acceptable. C'est tout pour moi, M. Boulris. Plaisir, M. Noël. Merci. C'est un bon vendredi. Sorry about that. Take 2 in English. Hi, everybody. You know, there's a strike right now. It's the 10th day of the strike of the public service employees. There's 155,000 people out there in the street defending their working conditions and defending their rights. And where's the Prime Minister? In New York, living the life of people famous and rich with bankers, billionaires, and Hollywood actors. This is you know, the attitude and the fact that Mr. Trudeau is in New York right now with rich people, billionaires, bankers, and Hollywood actors is showing no respect for the people that are on the street. We need him to be involved in the negotiation, and because it's going nowhere. And it really a lack of respect from the Prime Minister to be out there when people are in the street and are fighting for their rights. They only want a good deal that will make them follow the inflation and not falling behind. I think it's a minimum, it's reasonable, and the Prime Minister should show more respect and be involved in the file right now. At the same time, he's working for Canadians. I think he should work for public services and the people who are working for Canadians, and then he's not doing that right now. And it's not
having selfie with Jack Hackman that will improve the life of Canadians. What do you think about his selfie with Wolverine? I really like Wolverine. I like those movies. But I think Mr. Trudeau have another job to do, his own job, which is offering a good deal for 155 people that are on strike. C'est ça, Wolverine? J'aime beaucoup Wolverine puis Hugh Jackman. Je pense que le premier ministre a d'autres choses à faire en ce moment. Au lieu de prendre des selfies avec des acteurs comme lui, il devrait être ici, il devrait s'impliquer, puis il devrait trouver une solution pour 155 000 personnes. Merci, M. Boulris. Merci. Je peux entendre vos questions. Alors, écoutez, ça fait maintenant 10 jours que la grève a cours et le premier ministre ne s'en occupe pas. Là, il est temps que Justin, il se mette de côté son voyage à New York, qu'il arrête de se la taper puis sa vie de jet-set. Ce n'est pas de Justin dont on a besoin, c'est d'un premier ministre. Un premier ministre qui s'occupe de la priorité des Canadiens. Et actuellement, c'est des milliers de Canadiens qui ont des difficultés en raison de la grève qui a cours actuellement. Il est temps que le premier ministre revienne au travail et s'engage personnellement pour régler ce problème-là. Ça fait 10 jours que ça dure. Si le premier ministre n'intervient pas, on va continuer de faire ce qui, depuis 10 jours, ne marche pas. Alors, il est temps que le premier ministre agisse comme chef d'État. Il est temps que Justin mette de côté sa vie de jet-set puis qu'il se la tape solide à New York. Il est temps que le premier ministre soit de retour au travail ici à Ottawa et règle le problème personnellement. Mais là, il rencontre des banquiers pour attirer des investissements au Canada. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? C'est parce qu'il se la tape solide aussi à New York avec les artistes. Il fait la leçon à tout le monde. Il fait son beau, il fait son fort devant les gens en disant que nous, le Canada, nous sommes généreux et patati patata, alors qu'il a coupé dans l'aide pour l'aide internationale, puis ça les fait mettre d'en face pas à peu près. Mais au moment où on se parle, nous avons une crise majeure qui porte la signature pleine et entière de M. Trudeau. En 8 ans de gouvernance libérale, on a augmenté de 50 les budgets de la fonction publique et on se retrouve avec une grève de 150 000 personnes. Il y a juste Justin Trudeau qui peut faire ça en même temps. Mais c'est au premier ministre à agir correctement et de s'engager personnellement dans les négociations, parce que ça fait 10 jours qu'il n'est pas là, ça fait 10 jours que ça ne marche pas. Il est temps que Justin arrête sa vie de jet-set et il est temps que le premier ministre agisse comme chef d'État. Alors qu'on a des lignes de piquetage en ce moment, M. Trudeau, comme vous dites, prend son voyage à New York. Ça indique quoi comme priorité, selon vous? Bien, ça indique que le premier ministre agit comme un gars qui n'est pas conscient de la réalité des citoyens. Ça fait 8 ans qu'on dit que M. Trudeau n'est pas conscient de la réalité de tous les jours des Canadiens. Et les Canadiens souffrent actuellement de la grève qui court actuellement. Je vais faire état d'ailleurs d'une situation tout à l'heure en Chambre. Si d'aventure je posais une question, je n'aurais peut-être pas dû dire ça, mais bon. Il est probable qu'en effet, nous, comme députés, tous les jours, on a des appels de citoyens qui sont aux prises avec les problèmes générés par la grève actuelle. Donc, c'est au premier ministre à agir. Alors, nous, ce qu'on voit, là, c'est Justin qui se la tape solide, qui se fait la vie de jet-set, puis la vie est belle à New York, alors que ce travail de premier ministre, c'est d'être ici à Ottawa, qu'il revienne à Ottawa, qu'il se remette au travail et qu'il s'engage personnellement pour régler le problème. Ça fait 10 jours que ça dure. J'ai strictement rien contre Mme Fortier, qui est une femme de bonne volonté et tout ça, que je respecte beaucoup. Mais si après 10 jours d'avoir fait exactement la même chose, on n'a pas de succès, bien, il est temps d'avoir une nouvelle approche. Et c'est pour ça que le premier ministre doit s'engager et s'investir personnellement là-dedans. Loi spéciale en faveur ou contre? C'est au premier ministre à régler la situation. Non, mais il va avoir besoin d'aide. S'il veut une loi spéciale, allez-vous voter avec lui? C'est au premier ministre à aller directement à la table des négociations. Il n'arrête pas de dire à la table des négociations, on fait des avancées. Ça fait tellement des avancées que ça fait 10 jours que ça dure. Alors lui, il parle à travers son chapeau. Alors qu'il arrête de faire le jet-set puis son fier là-bas à New York, puis qu'il revienne et qu'il travaille à la table des négociations, c'est son devoir. Si ça n'avance pas, est-ce que c'est juste la faute du gouvernement ou ça peut être aussi la faute de l'autre partie, de l'autre côté de la table? Mais c'est le gouvernement qui a créé le problème. C'est le gouvernement qui, depuis 8 ans, a généré cette situation-là. C'est le gouvernement qui, depuis 8 ans, a dépensé 50 de plus. C'est le gouvernement qui a dépensé 21 milliards de plus, puis qui se retrouve aujourd'hui avec une grève de 150 000 personnes. C'est la signature de Justin Trudeau. C'est la signature de Justin Trudeau qui doit mettre un terme à cette grève-là. Loi spéciale, allez-vous voter pour ou contre? C'est pour M. Trudeau de régler cette situation-là. Demain, il en dépose une. C'est à M. Trudeau de régler cette situation-là et de s'engager directement dans les négociations qu'il aille à la table. Là, ce qu'on voit, là, c'est Justin qui se la tape solide à New York, là, puis qui est jet-set, puis la vie est belle, alors qu'on a besoin d'un premier ministre aujourd'hui, ici à Ottawa, qui travaille, qui se remette au travail et qui travaille pour les Canadiens pour trouver une solution aux problèmes actuels. Quand on regarde M. Trudeau qui est à New York, qui peut-être un jour va déposer une loi pour forcer le retour au travail
des Canadiens, par exemple, qui sont présentement sur la ligne de piquetage, les employés de la fonction publique. Le Parti conservateur, dans le passé, a déjà voté et déjà imposé des lois de retour au travail. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le Parti conservateur et ses membres sont incapables de dire s'ils sont en faveur ou s'ils sont contre une loi de retour au travail? Si vous voulez que ça cesse, c'est un des moyens. Sous les 9 ans de juridiction ou de gouvernance... Oui, bien justement, pendant les 9 ans de gouvernance du Parti conservateur, sous M. Harper, il n'y a pas eu de grève. C'est ça, le bilan conservateur. Il n'y a pas eu de grève. Pourquoi? Fort probablement parce que les syndicats respectaient le gouvernement conservateur, ce qui n'est pas le cas actuellement. Surtout quand on voit un premier ministre qui se la tape solide à New York alors qu'il y a une grève, comme s'il ne se passait pas, puis on voit que Justin se la tape solide alors qu'on a besoin d'un premier ministre ici à Ottawa pour régler la situation. C'est au premier ministre à s'investir personnellement, pas parce que Mme Fortier ne fait pas bien son travail, mais après 10 jours, il est temps de changer de stratégie parce que ça ne marche pas. C'est ça la réalité des faits. Merci, M. Deltel. Merci. Comment allez-vous? Une déclaration, M. Garon? Oui, absolument. Écoutez, les employés du secteur public, 155 000 employés, sont en grève depuis maintenant 10 jours. Et on voit qu'on a un problème de leadership de la part du gouvernement. Depuis plusieurs jours, les syndicats demandent la présence du premier ministre à la table de négociation et on est rendu là. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que plutôt que d'être ici à Ottawa à la table de négociation, le premier ministre est à New York pour un événement sur l'aide internationale. Et comprenez-moi bien, ces événements-là, ils sont importants, mais la présence du premier ministre n'y est pas requise, alors qu'au moment où on est rendu dans la négociation, le premier ministre devrait, moi je pense, et le Bloc québécois, on pense, avoir un meilleur sens des priorités, réviser ses priorités, faire son travail, venir s'asseoir à la table, de telle façon à ce qu'on ait une entente négociée à l'avantage du contribuable et des Canadiens qui attendent d'avoir les services auxquels ils ont droit. À New York, là, il rencontre des banquiers, il essaie d'attirer des investissements au Canada. Est-ce qu'il ne fait pas son travail en faisant ça? Il y a plusieurs composantes dans le travail d'un premier ministre. Il y a plusieurs composantes. Il y a un conseil des ministres et le premier ministre n'a jamais, à aucun moment, été partout sur la planète en même temps. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a 155 000 travailleurs qui sont en grève depuis 10 jours et la présence du premier ministre, elle est requise ici à Ottawa. Et il est arrivé à plusieurs reprises dans le passé que, dans des situations qui étaient très, très importantes, un premier ministre se fasse remplacer, qu'on délègue. Et nous, on croit que la présence du premier ministre est requise ici et que sa place est à Ottawa, assis à la table de négociation. Là, alors qu'il y a des gens qui font du piquetage autour du Parlement et autour des édifices gouvernementaux, M. Trudeau, lui, rencontre des gens à New York, notamment hier, des gens du gratin artistique économique mondial. Qu'est-ce que ça dit, vous croyez, à propos des priorités du premier ministre? Les services rendus aux citoyens, c'est de première importance. Le premier travail du gouvernement, à courte échéance à ce moment-ci, c'est de faire en sorte que les Canadiens aient les services auxquels ils ont droit. Et un premier ministre qui décide de s'occuper à autre chose que de faire en sorte que la machine d'État elle-même fonctionne correctement et que les relations de travail soient rétablies et qu'on ait une entente négociée. Un premier ministre qui fait abstraction de ça, bien, ça nous démontre qu'il y a un problème dans son sens des priorités. Et nous, on l'appelle à la responsabilité. On l'appelle au leadership. Et évidemment, on est d'avis qu'il doit être à la table aujourd'hui et qu'on doit avoir une solution négociée dans l'intérêt de tout le monde le plus rapidement possible. C'est quand la dernière fois qu'un premier ministre est intervenu dans des négociations syndicales? Moi, je ne me rappelle pas. Pourquoi il y a besoin d'être ici? Je n'ai pas l'information avec moi, mais moi, je vais vous dire quelque chose, et je suis fils d'un négociateur, donc j'en ai entendu beaucoup toute ma jeunesse. Il arrive un moment donné où ça prend, il faut qu'on arrive à la tête, il faut qu'il y ait du leadership. Les négociateurs se parlent, mais à la fin, c'est le gouvernement qui est engagé dans la négociation. Et ce qu'on entend, c'est qu'il y a une possibilité d'une entente, mais que les syndicats pensent de bonne foi que la présence du premier ministre pourrait faire débloquer la situation de façon significative. Et moi et le Bloc québécois, on est sous l'impression que c'est le cas. Mais là, il délègue. Il envoie Mme Fortier. Mme Fortier, vous ne la trouvez pas compétente? Bien non, c'est pas qu'on la trouve compétente. Ça prend du leadership, ça prend un symbole fort. Écoutez, là, on a 155 000 personnes qui sont en train de manifester alors qu'ils n'ont pas de contrat de travail depuis 2 ans. Alors que les Canadiens ont vécu des interruptions de service pendant la pandémie, ont été échaudés, etc. Et ça prend un symbole fort de leadership. Et c'est ce que les syndicats demandent. Et évidemment, ça aiderait à la négociation. Ce n'est pas une question de compétences. Quand on additionne des compétences de façon générale, on est capable plus facilement d'avoir un résultat. Donc, être à New York en ce moment, ça veut dire quoi pour vous, vous pensez?
Bien, comme je vous ai dit, je pense que dans les tâches du premier ministre, celle qui est la plus prioritaire, ça devrait d'être assis à la table de négociation, de chercher une entente négociée de telle façon à ce que l'État puisse fonctionner normalement. Merci beaucoup. Plaisir. Au revoir. Today at the Ethics Committee, we heard testimony from the now former CEO, Pascal Fournier, about the influence operation perpetrated by the communist regime in Beijing that took place at the Trudeau Foundation with a $200,000 promised gift that saw $140,000 flow to the Trudeau Foundation. The purpose of this was to attempt to influence the Prime Minister. We're left picking up our collective jaws off the floor after hearing Ms. Fournier's testimony that detailed threats and intimidation, saw her home searched for 6 hours, and heard about board meetings that descended into yelling and screaming, and ultimately saw the entire board, save for 3 legacy members, saw them all resign. We have, in the coming days, Morris Rosenberg, the former CEO who oversaw the acceptance of this $200,000 agreement and $140,000 gift from an organization directly linked to the dictatorship in Beijing. He'll be testifying on Tuesday. And as we heard today from the committee chair, Alexandre Trudeau, who is a member of the Trudeau Foundation and, in fact, signed the donation agreement, which was explained to us today as being quite extraordinary. He will be testifying Wednesday, well, provided he gets to his email and replies to the clerk of the committee. So we're going to, have a lot of questions, certainly following Ms. Fournier's testimony today for Mr. Rosenberg on Tuesday, and of course await eagerly the confirmation for Mr. Trudeau. As he stated, he wanted to appear. He's now been invited, and we'll look forward to hearing the answers that he provides to the committee's questions that we ask on Wednesday. I'll turn it over to Mr. Berthold. Merci, M. Barrette. Ce matin, au comité de l'éthique, on a eu comme témoin l'ancienne présidente, directrice générale de la Fondation Trudeau. On est encore en train de faire le point sur l'ensemble des informations que Mme Fournier a fournies au comité, particulièrement sur la promesse de don de 200 000 $ qu'on sait maintenant a été directement reliée au régime de Pékin. Une promesse qui s'est transformée en un don de 140 000 $ qui a été remboursé après que Mme Fournier et 8 membres du conseil d'administration de la Fondation Trudeau ont démissionné, prétextant des problèmes d'éthique. Mme Fournier a été très ouverte et a livré beaucoup d'informations sur la manière dont elle a pris connaissance de ce don-là, sur la manière dont le conseil d'administration et particulièrement certains des membres fondateurs ont agi lors de réunions de conseil d'administration, élevant le ton à plusieurs reprises et amenant et conduisant à la démission de 8 membres et de la présidente et de la responsable des finances de la Fondation Trudeau. On a appris également de la manière dont la Fondation Trudeau a traité Mme Fournier après sa démission, notamment en étant chez elle pendant plus de 6 heures pour fouiller tous ces documents, intimidant pratiquement Mme Fournier sur les révélations qu'elle pouvait faire par la suite de sa démission. Donc, beaucoup de choses qu'on a apprises ce matin, beaucoup de choses qu'on a encore à voir et beaucoup de choses à venir. On a M. Morris Rosenberg qui va comparaître la semaine prochaine. Et on a envoyé une invitation à M. Alexandre Trudeau qui s'est dit prêt à comparaître. On espère. Le comité est prêt à l'entendre mercredi prochain s'il ouvre ses courriels et qu'il accepte notre invitation. Le comité de l'éthique sera là pour lui poser des questions, particulièrement comme signataire de cette fameuse entente de don avec cette association culturelle chinoise qu'on sait maintenant d'une manière très, très claire est liée au régime de Pékin. J'ai beaucoup de questions concernant le comité, mais d'abord, à propos de M. Trudeau, c'est lui qui a dit qu'il voulait venir témoigner. Pourquoi vous soulevez le doute qu'il ne voudrait pas venir? Je ne comprends pas. C'est lui qui veut venir. On ne soulève pas le doute. On lui a donné une invitation puis une date. Ses courriels, on lui a donné une date. Il faut qu'il accepte l'invitation maintenant du comité. Donc, s'il est disponible, on lui offre une date, mercredi prochain, pour venir comparaître et venir s'expliquer. Parfait. Ce que vous avez appris ce matin-là, de la part de Mme Fournier,
Est-ce que ça résout toutes les questions sans réponse que vous aviez? Au contraire, ça soulève encore plus de questions. Parce qu'il est clair que Mme Fournier, dans son témoignage ce matin, nous a dit qu'elle avait une liste de 6 questions qu'elle souhaitait soumettre à un comité indépendant. Et les membres fondateurs de la Fondation ont tout mis en œuvre pour éviter que ces 6 questions-là qu'elle avait sur le fonctionnement et sur le traitement de ce don-là soient élucidées. Donc, ça a soulevé beaucoup de questions. Madame, le comité est présentement en train de discuter une motion pour qu'on puisse avoir accès à l'ensemble des documents de Mme Fournier. On espère que les libéraux, comme il y a un mur entre la Fondation et le gouvernement libéral, on espère que les libéraux vont permettre à cette motion de passer, qu'on ait accès aux documents, qu'on puisse lire les documents, qu'on puisse comprendre exactement quelles sont les interrogations de Mme Fournier. Donc, nous aussi, on a hâte de voir ces questions-là et surtout pourquoi les membres fondateurs de la Fondation ont refusé de donner suite à cette demande d'enquête indépendante de la part de la présidente de la Fondation du moment. Qu'est-ce que ça vous dit, tout ça, cette situation-là, sur les liens entre la Fondation Trudeau et la famille Trudeau? Ce que ça nous dit, c'est que le régime communiste de Chine, par le biais d'une association culturelle basée en Chine, ont définitivement tenté d'influencer le gouvernement Trudeau par le biais de la Fondation Trudeau. J'essaie de vous mener plus loin que ça. Vous dites les membres fondateurs de la Fondation font de l'obstruction. C'est ça que vous dites, ni plus ni moins. Là. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, entre le lien qu'il y a entre la Fondation Trudeau, la famille Trudeau et le premier ministre? Bien, c'est les réponses qu'on va devoir élucider, M. Noël, parce que justement, les questions posées par Mme Fournier, les 6 questions dont elle a fait mention ce matin, vont probablement nous amener à avoir ces réponses-là. Quelle interrogation ça soulève chez vous à propos de ce lien-là? C'est exactement pourquoi est-ce que les membres fondateurs ont refusé qu'une enquête indépendante fasse la lumière sur le don qui, on le sait aujourd'hui, était directement lié au régime communiste de Pékin. Merci. La question que je me pose aussi... Quelle conclusion vous tirez, vous, à la suite du témoignage de Mme Fournier ce matin au comité? La première des choses, c'est qu'il y a un système organisé pour dissimuler des faits afin qu'elle ne le sache pas. Et on dirait que 3 personnes, en particulier au conseil d'administration, s'étaient mises ensemble pour que les autres membres du conseil d'administration n'apprennent rien. Donc ça, tout de suite, on voit ça. En se rendant compte de ce système-là, on voit tout de suite que M. Rosenberg n'est pas qualifié pour faire une enquête indépendante sur le sujet. Il est lui-même impliqué, il est au cœur de la chose. Fait que nous, on demande avec encore là, une enquête publique indépendante. M. Trudeau, Alexandre Trudeau, va témoigner la semaine prochaine. On ne comprend toujours pas pourquoi c'est lui qui a signé le contrat. Non, il n'était pas signataire et il a signé le contrat. Fait que ça, tout de suite, en termes de gouvernance, ça allume un feu jaune. Ça allume un feu jaune un peu en termes de gouvernance. Fait qu'on va s'informer pourquoi. Est-ce qu'il y avait la légitimité, l'autorité sur le plan judiciaire pour le faire? On ne croit pas. Et tout ce qui reste à ce moment-là, c'est qu'il était copain avec les gens. Elle l'a dit, Mme Fournier, en bas d'1 million, c'est Maurice Rosenberg qui peut signer. En haut, ça doit venir du CA. Du CA. Également. M. Trudeau était sur le CA à ce moment-là, mais ça doit venir du CA et non pas d'un membre du CA. Et puis, ça aurait dû être une autre autorité. Alors, j'ai demandé s'il y avait d'autres dons de d'autres pays. C'était le seul. Est-ce qu'il y avait d'autres dons dirigés? Pas à ce point. Et elle me disait que ses employés recevaient des directives directement de la Chine pour les reçus à émettre aux fins fiscales. Elle l'a appris dans les derniers jours avant sa démission. Et puis ça, ce sont des faits, c'est troublant, là. Vous voulez entendre Edward Johnson? Oui. Une motion. Qu'est-ce que vous voulez savoir? M. Johnson, c'est l'ancien clerc, le clerc du conseil privé de M. Pierre-Éliott Trudeau à l'époque. Il était là à la fondation de la Fondation même, et puis il était là de toutes ces années-là. Donc lui, il a le portrait complet de la chose. Et puis j'ai remarqué que depuis le début des enquêtes journalistiques, on parle de tout le monde sauf lui. Donc, à quelque part, j'aimerais savoir quels sont ses liens, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a vu. Et puis, il est quand même dans un des 3 qui a empêché Mme Fournier de réaliser l'enquête qu'elle avait demandé à des partis, à des cabinets d'avocats et à des juges comptables. Donc, pour moi, M. Johnson, il est au cœur de l'affaire aussi, là, autant que M. Rosenberg. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.